Vous écoutez Chasseurs de Tech, le podcast qui vous connecte au talent de la tech. Bienvenue dans cet épisode de Chasseurs de Tech consacré à l'IA et au recrutement. Pour aborder ce sujet aussi stimulant que controversé, je suis accompagné de Francis Lelon, CEO d'Allegria Group, un leader européen des technologies IA, no-code et low-code. Bonjour Francis. Bonjour. Et Amélie Sembalo, DPO externe, consultante en protection des données personnelles et IA responsable, et également fondatrice de Tada Conseil. Bonjour Amélie. Bonjour. Francis, Amélie, ma première question pour entrer dans la matière. Vous travaillez dans deux secteurs distincts. Est-ce que vous pouvez me présenter l'impact qu'a eu l'IA dans vos métiers ? Amélie ? Alors moi, je vois deux impacts dans mon métier. Déjà un impact dans mon métier à moi et dans ma manière d'exercer, puisque j'utilise moi-même l'IA générative notamment pour m'aider dans le cadre de la création de documents. De documents. C'est ça, exactement. Je l'utilise pour avoir un premier jet, je prompte pour affiner un petit peu le document, puis ensuite après, je regarde moi-même et je le corrige. Donc, il y a déjà eu un impact au sein de mon propre métier. Et il y a aussi un impact au sein des équipes de mes clients, puisque l'IA générative arrive en force au sein des organismes. Donc, effectivement, il y a les équipes opérationnelles qui se posent des questions sur comment déployer ces systèmes d'intelligence, notamment générative. Et donc, on va se poser des questions en termes de conformité et puis également de gouvernance. Et parce que finalement, vous en avez fait votre métier. Et donc, du coup, ça rentre complètement dans les questions de protection de data. Notamment l'IA, c'est un domaine nouveau. Et je reviens juste sur une chose qui me paraît intéressante, Francis, quand on s'est rencontrés, qu'on a échangé. Vous me parliez notamment, il y avait un assistant qui était avec vous pour pouvoir prendre des notes et donc créer, Amélie, ce que vous dites, par un peu de contenu, pas sous la forme d'un prompt, mais un assistant qui est là pour enregistrer du contenu, potentiellement pour créer un rapport, ainsi de suite. Est-ce que vous, en tant que juriste, vous avez un passé de juriste ? J'ai un passé de juriste, oui. Et j'ai pas mal de copains juristes aussi qui me disent qu'ils ont le sentiment de ne plus utiliser leur intelligence et donc du coup d'avoir quelqu'un qui produit quelque chose et que du coup, ils ont un problème quasiment de relation à l'IA parce qu'ils trouvent que c'est pas l'expression même de leur qualité de juriste qui s'exprime, il y a quelqu'un d'autre qui le fait, ça leur pose un problème un peu d'éthique professionnelle, de positionnement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est un très bon point et c'est un point sur lequel il faut réfléchir et que tous les acteurs de tous les secteurs réfléchissent. De se dire, OK, où est-ce que nous, en qualité d'humain et en qualité de professionnel, on a notre valeur ajoutée et où est-ce qu'on est OK pour déléguer certaines tâches à la machine. Moi, comme je l'utilise, c'est plutôt pour me faire gagner du temps, donc pour avoir un premier jet de documents, mais bien entendu qu'après, je vais repasser dessus et c'est là où je vais avoir ma valeur ajoutée justement. Et même dans les prompts, on a notre valeur ajoutée, puisque si on ne sait pas ce qu'on veut mettre à l'intérieur d'un document et qu'on n'oriente pas, je pense par exemple dans les sujets protection des données personnelles, il y a un certain nombre de recommandations de la CNIL ou de l'ANSSI qu'on va devoir inclure dans certaines politiques et procédures. Si on ne prompte pas dans ce sens-là, si on n'oriente pas, si on ne voit pas, OK, là, l'outil est en train de me produire quelque chose, mais c'est à côté de la plaque, donc il va falloir soit que je réoriente, soit qu'on arrête, je prenne le document et que je me mette à travailler moi seule dessus. Ça ne fonctionnera pas. Et pour moi, c'est là où on a notre valeur ajoutée. Moi, j'essaye d'être ni techno 100% optimiste, ni techno 100% critique et de pouvoir se dire, OK, l'IA est là de toute manière, donc il va falloir voir comment s'en accommoder et qu'on conserve toute notre valeur ajoutée en tant que professionnel. Par contre, par rapport à ce que vous indiquiez, effectivement, il y a ce questionnement de, OK, qu'est-ce qu'on en fait ? Où est-ce qu'on place la limite avec cet outil ? Comment est-ce qu'on ne se rend pas 100% dépendant aussi ? Parce qu'il y a un vrai risque d'être 100% dépendant. D'entraîner nous-mêmes avec notre savoir des outils d'IA, donc avoir notre savoir qui part. Et également, par rapport aux agents dont vous parliez, il y a un problème de protection des données personnelles. Super, on reviendra là-dessus parce que là, j'ai plein de fenêtres qui s'ouvrent dans ma tête. Francis, du coup, l'IA, dans votre métier, comment vous l'intégrez, comment vous l'utilisez, quel rôle ça prend dans votre quotidien ? Nous, c'est vraiment le quotidien aujourd'hui. On essaie de s'appliquer à nous-mêmes ce qu'on applique à nos clients, et en particulier une réflexion d'abord autour de notre métier. Nous, on fait 70% de notre activité aujourd'hui, c'est de l'éducation, B2B, B2C. Donc, on accompagne les individus et les entreprises à déployer concrètement l'intelligence artificielle, en tirer le meilleur du bénéfice possible. Et donc, bien évidemment, dans le marché de l'éducation, l'intelligence artificielle va avoir un impact considérable. Et il faut commencer par se poser la question de savoir est-ce que notre raison d'être a encore une raison d'être à l'heure de l'intelligence artificielle ?
Et on voit qu'il y a énormément de business, je pense au call center, à d'autres, sur lesquels effectivement, il va y avoir potentiellement une émergence d'une technologie qui va complètement revamper la manière de faire son propre métier. Donc chez nous, ça s'applique de manière assez simple. Là, on a aujourd'hui sans doute une des premières écoles quasiment entièrement powered by AI. On utilise l'IA à tous les étages chez nous. On a plus de 5000 étudiants maintenant, seulement 4 personnes à l'administratif. Ça serait impossible sans avoir mis l'IA, l'automatisation et tous les outils qu'on utilise au quotidien. Et puis bien évidemment, l'IA, c'est aussi les fonctions support, c'est aussi les gains de productivité qu'on peut faire, que ce soit en finance, en sales, en marketing. Et là, de la même manière, on va utiliser l'IA vraiment quotidiennement. Donc tout le monde a des licences chez nous aujourd'hui, tout le monde a été formé et on a plus de 350, 400 automatisations IA. Là, en ce moment, avec mon associé, on est en train de se monter un agent d'IA qui va nous permettre de répondre automatiquement à tous nos emails. Voilà, ça fait 3 mois qu'on travaille dessus et je pense qu'on va arriver à ça. Vous êtes prêt, vous pourriez me le prêter? On pourra peut-être le vendre, parce qu'on est comme ça chez Allegria. Je suis prêt à l'acheter. Francis, une question que je me pose et que beaucoup de personnes se posent dans l'éducation. J'ai aussi autour de moi des profs qui se posent la question justement de l'intégration de l'IA dans leur quotidien. Vous nous dites que dans vos parcours de formation, l'IA est partout. En termes d'expérience utilisateur, est-ce qu'il y a des formés qui viennent chez vous? Quels sont les feedbacks qui sont positifs et négatifs? Ils sont globalement très positifs. D'ailleurs, quand je fais des conférences aujourd'hui sur l'IA, j'ai arrêté de poser la question de savoir qui utilise ChatGPT parce que maintenant c'est 100% quasiment des répondants. Je pose plutôt la question de qui a des enfants en âge d'aller à l'école, et parmi les parents, combien d'entre vous ont déjà utilisé ChatGPT ou un autre outil d'IA générative dans un cadre pédagogique. Et c'est aujourd'hui entre 25 et 40% de mon petit sondage à mon échelle que je fais quasiment toutes les semaines qui répondent que oui, ils ont déjà utilisé ces outils. Et en fait, on va vite comprendre que entre une IA spécialement entraînée pour faire le métier de professeur avec les best practices, avec les meilleurs contenus, avec les meilleures connaissances, qui est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pas cher, qui peut s'adapter complètement à la pédagogie de chaque gamin, qui va être en mesure d'expliquer 20 fois différemment s'il faut, qui sera toujours content d'être là. Et un prof, malheureusement, et en France en particulier, pas toujours très motivé, avec 30 gamins sous-payés, absents, ça va être très compliqué de continuer à envoyer les enfants à l'école, et c'est un vrai danger. Donc, nous, on milite sur ce sujet-là pour des professeurs accompagnés par une IA, parce que bien évidemment, l'école aussi a un rôle d'intégration sociale, c'est pas juste un lieu d'apprentissage, il faut absolument garder cela, mais il faut pas non plus que l'école devienne juste une garderie avec une IA qui fait le cours, ça ferait pas de sens non plus. Donc on est dans ce monde aujourd'hui de l'homme augmenté, dans lequel on va avoir effectivement tout un tas de métiers qui vont être complétés, aidés par de l'intelligence artificielle, et l'enseignement, ça fait clairement partie des sujets sur lesquels il va y avoir énormément d'impact. Pendant la crise Covid, il y avait beaucoup de gens qui ont rapporté le fait qu'il y avait un décrochage scolaire parce que télétravail, parce que distance, parce que contenu sans la présence du professeur, sans le relationnel de proximité qu'offre une classe. Est-ce que vous avez le sentiment que potentiellement, l'IA ne saura pas comprendre ce décrochage et cette distance, et donc pourra pas potentiellement pallier à des comportements, des situations où des élèves sont en train de décocher, ne plus adhérer à ce que l'IA propose. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors très concrètement, en fait, tu as 2 sujets. Tu as un sujet d'interactivité et tu as un sujet de localisation, j'allais dire. Le sujet d'interactivité, il est simple. Souvent, les détracteurs de l'IA disent « Oui, mais de toute façon, les meilleurs contenus sont déjà dispo sur Internet depuis 10 ans. On a accès aux vidéos du MIT, on peut avoir accès aux meilleurs profs. » Oui, mais c'est pas interactif. Et ça fait une grande différence. Le prof du MOOC, exactement. Il est regardé, il est pas... S'il suffisait de regarder des vidéos pour apprendre une langue, on passerait tous notre vie sur YouTube, et puis on se rend bien compte que c'est plus compliqué que ça. Donc il faut cette interactivité. l'IA va apporter cette personnalisation et cette interactivité que n'est pas capable de faire YouTube, par exemple, aujourd'hui, ou une plateforme comme Open Classroom ou Udemy. Et ensuite, il y a le problème de la localisation, c'est-à-dire de se mettre dans un lieu, dans un cadre dans lequel on peut apprendre. Et on sait très bien que pour un certain nombre de populations, sortir du cadre familial
et aller dans un endroit où on va pour apprendre, c'est indispensable. C'est pas la même chose quand on est un étudiant en prépa, qu'on a appris à apprendre, qu'on est dans un milieu favorisé et qu'on a sa chambre tranquille pour pouvoir apprendre le soir, ou qu'on a un gamin de 6 ans dans une banlieue où il y a tout pour aller faire autre chose que d'avoir envie de travailler à l'école. Donc c'est très important de bien comprendre ces différences-là. Et bien évidemment, l'IA, elle ne compensera pas le cadre de l'école qui est absolument... Qui a offert à certains élèves. Exactement, qui est absolument indispensable. Donc ça, il ne faut pas se tromper de combat. Le combat de l'IA, c'est le combat de la pédagogie. C'est un combat très noble d'ailleurs, parce que c'est sans doute grâce à l'IA qu'on pourra enfin revenir à une éducation accessible à tous. On sait à quel point d'ailleurs, avant l'âge de 6 ans, quasiment tout est joué. Il y a plein d'études sur le sujet. Donc demain, que chaque gamin puisse avoir accès à une technologie qui lui permette d'entendre la langue du pays dans lequel il est, de pouvoir enrichir son vocabulaire, de pouvoir dialoguer comme on le fait aujourd'hui avec la dernière version de ChatGPT 4o sur son mobile. On peut vraiment avoir un dialogue qu'on n'a pas forcément dans son cadre familial. Ça va réégaliser les chances et c'est une très bonne nouvelle. Et si on passe au monde dans lequel je suis, celui du recrutement, première question peut-être, est-ce que vous pensez que l'IA va beaucoup impacter le secteur du recrutement ou les process de recrutement des entreprises ou des acteurs comme le nôtre en tant qu'acteur du recrutement ? Alors oui, je pense qu'effectivement, il va y avoir des évolutions. Je ne sais pas si on parlera de bouleversement, mais il va y avoir des évolutions, puisque de toute façon, tous les process de tous les secteurs sont impactés. Donc, à savoir si ça va être un bouleversement ou une évolution, ça, pour moi, ce serait aux acteurs de votre secteur de se poser la question, justement. Et je pense qu'on est vraiment à un moment... pour rebondir aussi sur ce que disait Francis, on a besoin pour moi d'avoir des débats et des débats sociétaux sur vers quoi on a envie d'aller. La technologie, elle est là, mais qu'est-ce qu'on veut en faire ? Et je trouve qu'on ne se pose pas assez ces questions. Ou on se pose ces questions en silo quelque part, mais pas réellement, quel est le projet vers lequel on veut aller tous ensemble ? Comment est-ce qu'on replace l'intelligence humaine ? Comment est-ce qu'on replace l'humain ? Et qu'est-ce qu'on fait avec cette technologie ? Je pense qu'il va y avoir besoin d'avoir ce débat aussi au sein du secteur du recrutement. Je sais que par exemple les avocats ont eu ce débat-là aussi et que c'est en cours dans certaines professions. Il y a déjà de nombreux cas d'usage qui ont été identifiés pour le recrutement. Ça peut aller de la rédaction ou la génération d'une offre d'emploi, par exemple, ou d'un profil de candidat idéal, comme à, effectivement, et peut-être qu'on parlera plus précisément de ça tout à l'heure, du filtrage de CV, voire même, tout simplement, demain, il y aura des avatars qui feront passer les entretiens. Est-ce qu'on a réellement envie de ça ? Est-ce qu'on a envie d'enlever l'aspect humain aux ressources humaines ? Donc, je pense que c'est des questions... J'en ai vu. C'est sûr qu'il y en a déjà. Personnellement, moi, je sais que j'aurais pas envie d'aller là-dedans. Et si on enlève toute dimension humaine du recrutement, je pense qu'on va passer vraiment à côté de quelque chose. Est-ce qu'il y a une étape particulière dans le recrutement qui va être particulièrement impactée par l'émergence des IA ? De ce qu'on voit, je pense que ça va être effectivement la phase de... ce qu'on appelle à l'heure actuelle du filtrage de CV, cette phase de sélection quelque part en amont, avant que le candidat passe devant un recruteur. Et c'est un enjeu sociétal. Pour vous donner des chiffres, la DARES suit ça de manière incroyable. On a la chance d'être en France pour avoir ce type de données. Je regardais pour préparer une conférence récemment sur le premier trimestre de l'année 2024, donc janvier, février, mars. Est-ce que vous savez le nombre d'embauches qui ont été signées en CDD, en CDI et en travail temporaire en France? Un ordre d'idée, je vais vous le dire, on va pas jouer à un quiz, mais l'ampleur est vraiment importante. Donc c'est plus d'1 million d'embauches en CDI sur un trimestre, c'est plus de 5 millions d'embauches en CDD et plus de 5 millions d'embauches en travail temporaire. Et je ne parle pas de placement de talents, de salariés portés, d'indépendants qui eux aussi contribuent, ils sont 4 millions aujourd'hui les indépendants en France, à occuper des fonctions dans les entreprises, mais pas dans le cadre d'un salariat, ou d'une mission d'intérim, quel que soit le format juridique qui est employé. Donc juste sur un trimestre, c'est plus de 10 millions de contrats qui ont été signés. Donc on imagine l'impact que l'IA pourrait avoir dans les principes de sélection. C'est un quotidien, dans le quotidien de nos sociétés en fait. Le recrutement est partout. Il est tout le temps. Et bien entendu, travailler, c'est un élément de notre vie sociale qui est hyper important. Francis, je me tourne vers vous. Quel est pour vous l'impact de l'IA dans le recrutement et à quel niveau il pourrait se passer ? C'est très intéressant le chiffre que tu donnais parce qu'effectivement, il y a à peu près 40 millions de salariés en France et on change de boîte tous les 3 ans. Donc on retombe sur ce chiffre de ces volumes, effectivement. Ce qui est sûr, c'est qu'on va continuer à signer des contrats de travail. Par contre, je ne suis pas sûr qu'on va continuer à recruter. Oui. Parce que ça, c'est la vraie question. Est-ce qu'on va encore recruter demain ? Parce qu'est-ce qu'il va encore y avoir du boulot pour tout le monde avec l'arrivée de l'intelligence artificielle ? Et je crois que, comme tu le disais, Amélie, on ne se pose pas suffisamment aujourd'hui les vraies questions fondamentales
du monde dans lequel on va vivre demain. Je rappelle simplement qu'un monde sans croissance économique et sans croissance démographique, le modèle capitaliste dans lequel on vit, il n'a plus de sens. Donc il va falloir aussi réfléchir au modèle économique de demain, et il ne faudrait pas tomber d'ailleurs dans un excès inverse qui consisterait à opposer les enjeux sociaux liés à l'intelligence artificielle aux enjeux environnementaux. L'IA va sans doute nous aider à résoudre les grands défis de cette planète dans les années à venir. Mais si dans 4-5 ans, il y a 25% de chômage, je te garantis que les enjeux sociaux passeront avant les enjeux environnementaux et on y perdra tous. Donc c'est très important aussi. Toutes les études aujourd'hui montrent qu'on va aller vers une destruction massive d'emplois à cause de l'intelligence artificielle. Il n'y a plus trop de doute là-dessus. Il y a des pans entiers de métiers qui vont disparaître. Et il va falloir s'y préparer. Malheureusement, aujourd'hui, je vois pas grand monde y réfléchir et s'y préparer sur ce jeu-là. Si on revient au mode de recrutement, en fait, je crois que il y a eu un certain nombre d'expériences qui ont été faites, qui ont été beaucoup documentées sur des versions un peu historiques maintenant de l'intelligence artificielle. La réalité d'aujourd'hui, c'est que nous, on déploie très concrètement aujourd'hui de la sélection de CV avec de l'intelligence artificielle et que ça marche très bien et que comme pour le cas du radiologue, comme pour le cas de l'agent d'un call center, l'IA fait souvent mieux le boulot que la plupart des recruteurs. Alors bien évidemment, les top recruteurs continueront à avoir du boulot, il n'y a aucun doute. Là où l'IA va venir vers le remplacement, tu parlais de l'intérim, sur des métiers peut-être à faible valeur ajoutée, sur lesquels il n'y a pas forcément la place d'aller mettre un recruteur de talent parce que la requis de rémunération ne le justifierait pas. L'IA va apporter énormément de qualité. Et aujourd'hui, on voit les IA qui explosent dans le domaine du dating pour que deux personnes puissent se trouver. Et ben, ça sera exactement la même chose. Le recrutement, c'est du dating d'entreprise à employé. Et donc, il n'y a aucune raison que ça ne se déploie pas. Et surtout, ce que nous, on constate, c'est que ça marche très bien. Ça élimine vraiment les biais. On sait qu'on a quand même un vrai sujet en France, en particulier sur les biais. L'IA, quand vous la faites correctement, elle ne va pas regarder la photo, elle ne va pas regarder l'origine du nom, elle ne va pas regarder si c'est un homme et une femme, à condition, encore une fois, de l'avoir correctement paramétré et de lui avoir donné les bons inputs. Parce que on n'est pas à l'abri d'une entreprise qui dise délibérément à son IA de ne recruter que des jolies femmes pour travailler dans mon restaurant, par exemple. Eh bien ça, c'est à nous de décider de ce qu'on en fera, et tu as complètement raison. L'IA n'est que le reflet de nous, humains, et de notre désir d'usage de cet outil. Et on sait très bien que les IA dont on disposera, nous, avec la réglementation, par exemple, en France et en Europe, ça sans doute pas la même que celle que l'IA de Poutine ou que l'IA des Chinois ou d'autres pays peut-être moins regardants sur ces sujets-là. Donc, à nous d'avoir un cadre, à nous de décider d'en faire quelque chose de positif pour l'humanité, mais on sait très bien qu'il y aura aussi des usages négatifs. C'est clair que la vision qu'on a pour l'IA va complètement structurer ce qui se passera dans chacune de nos sociétés. Et je reviens juste, et merci de faire le pont là-dessus, sur les biais. Le recrutement, c'est un sujet qui est éminemment lié à celui de la discrimination ou de l'intégration. Parce qu'à chaque fois qu'une entreprise fait un choix de recrutement, eh bien, elle fait un choix d'intégration ou d'exclusion. Et donc, elle a une responsabilité sociale déjà première à ce niveau-là. Si je lis des stats qui sont sous mes yeux, publiés par le 16e baromètre des défenseurs des droits des hommes et de l'Organisation internationale du travail, sur la perception des discriminations en France, c'est une étude de 2023, 85% des demandeurs d'emploi estiment que les discriminations à l'embauche sont fréquentes. C'est un ressenti, mais c'est quand même un ressenti qui est important. Et il y a une autre donnée qui est assez importante, c'est 43% des victimes de discrimination abandonnent leur recherche d'emploi. À un moment donné, l'impact social de la discrimination, il est important, et notamment dans le recrutement. Est-ce que vous avez le sentiment que l'IA peut nous aider à réduire ces discriminations ou ces biais? Non, mais bien sûr, et c'est très simple de comprendre que faire évoluer les humains, c'est tellement plus compliqué que de paramétrer une intelligence artificielle. Donc à partir du moment où sur ces sujets précis, vous avez une décision d'une organisation, qu'elle soit institutionnelle, politique ou économique, de mettre en œuvre un certain nombre de décisions, et en particulier autour du recrutement, ça prend quelques heures de paramétrer l'intelligence artificielle qui va l'appliquer. Et d'ailleurs, quand on paramètre une intelligence artificielle, on peut tout à fait paramétrer l'intelligence artificielle pour lui dire voici les guidelines, mais pour 10% des recrutements, par exemple, tu prends un risque et tu vas chercher des profils complètement atypiques ou complètement différents. Faut pas croire
que l'IA, on va forcément la paramétrer pour une espèce de recherche d'optimum. Oui. Il y a beaucoup de débats en ce moment, savoir est-ce qu'on ferait mieux d'avoir un président IA que les hommes politiques qu'on a aujourd'hui. On sait très bien que dans une société... Ou est-ce que les débats ne devraient pas être animés à l'Assemblée nationale avec un IA ou que des IA? Exactement. C'est la solution optimum économique n'a aucun rapport avec souvent la réalité du bonheur des gens. Et je prends souvent cet exemple de Raymond Barre qui disait dans une interview à la fin de ses jours que sa plus grande erreur, c'était sans doute d'avoir essayé de rendre les Français heureux. Est-ce que l'objectif d'un homme politique, c'est de rendre les Français heureux ou c'est de réduire le déficit? On peut se poser la question indéfiniment. L'IA, c'est la même chose. C'est de gérer ou c'est de proposer une vision? Oui, exactement. Et ce qui est certain, c'est que même si ce qui se passe à l'intérieur de l'IA, ça fait souvent peur parce que c'est une boîte noire, c'est une réalité. On ne sait pas comment l'IA prend réellement une décision quand on a 10 milliards, 100 milliards de paramètres à l'intérieur des IA de demain. En revanche, on sait maîtriser son niveau de créativité, d'inventivité. On sait lui donner des règles qu'elle va appliquer à la lettre. Et on le voit d'ailleurs dans l'analyse prédictive, dans sa capacité à coder, dans des matière scientifique extrêmement codifiée, elle ne fait pas d'erreur. Et ça fonctionne très très bien. Donc on a tous les outils en main pour faire en sorte effectivement d'aller vers un monde où les biais humains marchent mieux. Et d'ailleurs on l'a vu en Angleterre l'année dernière, une étude a été faite sur le sujet des médecins. On a comparé dans le cadre de l'établissement d'un diagnostic et de la restitution du diagnostic au patient un médecin seul, un médecin accompagné d'une IA et une IA seule. Quasiment dans 100% des cas, les patients préféraient l'IA seule, pas l'IA avec le médecin. L'IA seule, parce que le médecin a tellement de biais que même accompagné d'une IA, il ne peut pas s'empêcher de garder ses biais. Parce que c'est en train de dire que c'est intéressant ça, parce que dans l'expérience de la rencontre avec le médecin, il y a quand même la rencontre avec le médecin. Et donc du coup, ce que l'IA ne peut pas proposer a priori, c'est le relationnel, c'est la rencontre humaine. C'est un mauvais a priori, parce qu'elle est tout à fait capable de ça, d'ailleurs. De proposer. Elle va, dans les prochains jours, être capable, déjà, elle est capable de comprendre vos émotions quand vous parlez, ce qui n'était pas le cas il y a quelques mois. On a à peu près 70 émotions dans le langage humain, rire, pleurer, le sarcasme, tout ce qu'on veut. Et elle va être bientôt, là, dans les semaines qui arrivent, capable de répondre aussi avec ces 70 sentiments. Et donc, vous ne ferez plus la différence entre le fait de parler avec un humain ou pas. On a d'ailleurs fait récemment une expérience où on a invité 5 garçons dans un test de dating sur WhatsApp, donc sans voir la personne en face de soi, avec une vraie femme et moi avec une IA. Aucun n'a identifié qu'il était en train de parler avec une IA. Et 4 sur 5 ont préféré l'IA. À la vraie personne. Donc, ça pose question et donc, il n'y aura aucune difficulté si on se projette demain, pas dans 5 ans, dans 10 ans, demain. Et on le voit d'ailleurs aux États-Unis déjà avec des IA psychologues, par exemple, qui cartonnent, qui ont fait plus d'1 million de consultations en 6 mois. Cette capacité à comprendre les émotions et avoir une réponse émotionnelle est tout à fait accessible à l'intelligence artificielle. Amélie, sur la discrimination et la réduction des biais, est-ce que vous avez le sentiment que, même question que pour Francis, l'IA nous aidera à réduire ces biais? Alors moi, je vais avoir un discours un petit peu différent de celui de Francis. Alors déjà, je pense que ce serait important par rapport à tout ce qui est dit, l'IA ne comprend pas. Il n'y a pas une compréhension. L'IA n'est pas en train de comprendre, elle est en train de mimer, elle est probabilistique, mais elle ne comprend pas. Je pense qu'il faut faire attention à l'anthropomorphisme. Pareil, elle pourra simuler une émotion. L'IA ne sera jamais capable d'empathie. C'est un sentiment humain, l'IA n'aura jamais de sentiment. Donc je pense que ça aussi, c'est une réflexion sociétale. Est-ce qu'on veut réellement demain aller dater des IA? Est-ce qu'on veut réellement demain aller voir des psychologues qui sont des agents d'IA? Il y a une vraie question derrière. Et si réellement, effectivement, il y a certaines personnes qui se disent « Ok, moi je préfère une interaction avec un système d'intelligence artificielle qu'avec un humain », peut-être que ça en dit long aussi sur la société vers laquelle on va et qu'il y a des risques là-dessus. Ou la fin de la société vers laquelle on va. Voilà. Exactement. Donc, moi, je pense que là, justement, on a pas mal de risques qui ont été mis en lumière par ce que Francis a dit, qui sont des risques réellement liés aux sociétés telles qu'on les connaît aujourd'hui, et le fait qu'en tant qu'être humain, on ait des biais cognitifs, et Dieu merci, parce que sinon, on va être tous lisses et on va tous penser de la même manière. Amélie, je vous rejoins. Derrière l'IA, il y a l'idée de machine learning, donc de l'apprentissage de la machine, et donc de son autodétermination. Ce qui fait peur à la plupart des êtres humains, parce que du coup, on a un désir de contrôle, globalement, sur notre environnement, notre futur, nos vies. Et donc, l'IA, potentiellement, met devant nous la possibilité qu'on perde contrôle, et que du coup, une technologie
prennent en main nos sociétés, nos vies, nos décisions. Est-ce que vous avez le sentiment justement que dans les décisions de recrutement, pour raccrocher à notre sujet du jour, l'IA, demain, pourrait se soustraire à des êtres humains qui décident de recruter ? Alors, je pense que ça ne sera pas possible, déjà parce qu'on a une réglementation en place. D'accord. On est au sein de l'Union européenne Oui. et on a une réglementation. On a le RGPD qui, au sein de son article 22, par principe, interdit le fait qu'il y ait une décision automatique qui soit prise et qui pourrait avoir des conséquences juridiques pour une personne. Donc là, on est dans le cadre d'un candidat qui pourrait se voir priver le droit à un contrat de travail. Vous me dites que, globalement, aujourd'hui, en l'état de la réglementation en France et en Europe, nous ne pouvons pas déléguer entièrement le recrutement d'une personne à une IA. Alors, comme souvent dans le cadre de la conformité RGPD, je vais répondre que c'est en réalité à analyser au cas par cas. Je ne vais pas avoir de réponse tranchée. La CNIL, elle rappelle au sein de son guide, qui a été publié en janvier 2023 et qui est dédié aux activités de recrutement, qu'en raison des risques pour les candidats, la prise de décision automatisée par des outils de classement automatique de CV ou d'évaluation des candidatures, c'est en principe interdit par le RGPD. Ça, c'est l'article 22 qui pose ce principe d'interdiction d'avoir une prise de décision automatisée qui va venir avoir des effets juridiques pour la personne concernée. Comme tout principe, on a des exceptions. Et il existe 3 exceptions à ce principe-là. La première, c'est le recueil de consentement. La deuxième, c'est la nécessité d'avoir ce traitement automatisé de réaliser pour pouvoir exécuter un contrat. Et la dernière exception, c'est l'autorisation express de la réalisation de ce traitement automatisé par le droit européen ou par le droit national. La CNIL, elle vient nous dire que, c'est pas possible d'utiliser le consentement dans le cadre d'une relation recruteur-candidat, mais ça, on le savait déjà, c'est le cas pour toute activité de recrutement quelque part, et c'est également le principe dans le cadre des activités de gestion du personnel, parce qu'on considère qu'il y a une relation qui n'est pas équilibrée. On va avoir un déséquilibre de la relation entre le candidat et le recruteur, et le candidat ne va pas pouvoir donner librement son consentement. Donc ce que la CNIL vient nous dire sur ces 3 exceptions qui existent, la possibilité d'avoir une prise de décision automatisée avec des outils de recrutement, c'est que la seule exception qui va pouvoir s'appliquer, c'est si l'organisme vient démontrer qu'elle a besoin de ce traitement automatisé pour arriver à la conclusion d'un contrat de travail. Donc on va avoir une analyse au cas par cas qui va devoir être menée par les organismes en lien avec leur DPO pour déterminer si, dans leur cas précis, la décision entièrement automatisée, elle est nécessaire ou non à la conclusion du futur contrat de travail du candidat. Et pour pouvoir apprécier ça, la CNIL vient nous dire que le critère qu'il va vraiment falloir prendre en compte, c'est le nombre de candidatures qui est reçu pour un poste donné. Et plus ce nombre va être grand, plus il va être facile de démontrer que humainement, il n'est pas possible de traiter 1500 candidatures reçues pour un poste et qu'on va avoir besoin d'utiliser un outil de filtrage qui automatiquement va déjà dire oui/non à un certain nombre de candidatures. Plus le nombre va être restreint de candidatures reçues, plus il va être difficile de démontrer cette nécessité. Donc, ce qu'il va falloir que vous fassiez, ça va être, si vous souhaitez mettre en place ces outils-là, par principe c'est interdit, par exception ça peut être possible, mais c'est possible seulement dans des cas exceptionnels, avec l'étude de votre cas, l'étude de l'exception qui pourrait s'appliquer. Il faudra réaliser aussi en collaboration avec votre DPO une analyse d'impact sur la vie privée, pour tout simplement garantir les droits et libertés fondamentales des personnes concernées. Il va falloir garantir le respect des conditions de l'article 22 du RGPD, puisque même si ces exceptions s'appliquent, vous allez quand même avoir des obligations additionnelles. Vous allez devoir informer les candidats de cette prise de décision automatisée, vous allez devoir leur laisser la possibilité de la contester, et vous allez aussi devoir leur laisser la possibilité de demander l'intervention d'un être humain. Et tout ça, bien sûr, avant la fin du processus de recrutement, sinon, ça ne servira pas à grand-chose. Donc, par principe, le RGPD interdit la prise de décision automatisée, et ce, même dans le cadre d'outils de recrutement. Par exception, ça peut être possible. Et ma recommandation, c'est qu'en cas de doute, ne déployez pas un outil de prise de décision automatisée, mais déployez plutôt un outil, si vous en avez besoin, qui va vous permettre de vous aider à la prise de décision, parce qu'on a 2 types d'outils, l'aide à la prise de décision
et l'outil qui va prendre une décision automatisée, allez plutôt dans la première catégorie en cas de doute et n'hésitez pas à aller regarder le guide de la CNIL qui donne un certain nombre d'exemples à ce propos. Et donc du coup, on peut complètement sortir de nos scénarios le fait que demain l'IA remplace complètement les recruteurs. Pour moi, à l'heure actuelle, oui. Alors on verra ce que Francis dira là-dessus. Mais pour moi, à l'heure actuelle, le schéma qui est pris par nos réglementations, c'est que le système d'IA soit une aide à la décision, mais qu'on n'ait pas une décision automatisée. D'accord. Donc il y a vraiment une différence à faire et à avoir en tête entre est-ce que j'utilise le système d'IA comme une aide à la décision. Tu parlais tout à l'heure, Francis, des médecins, des radiologues. Là, on a une aide à la décision. Et c'est là où, effectivement, toute la question de l'explicabilité est importante pour se dire, OK, pourquoi est-ce que mon système d'IA me donne cette solution pour que l'humain soit capable de dire « Ok, je suis ou je ne suis pas le résultat qui est produit par le système d'IA ». Mais effectivement, d'avoir une décision qui est prise à 100% en autonomie par un système d'IA, quand il y a un traitement de données à caractère personnel. Et donc du coup, les discriminations vont continuer, puisque ça veut dire qu'il y aura toujours un humain qui, même s'il est éclairé par une IA formidable, eh bien, pourra continuer à proposer des biais dans ce recrutement en disant « Merci l'IA, ok, c'est super ce que tu me dis, j'aime beaucoup l'évaluation que tu me fais de cette personne, mais je vais décider de ne pas recruter cette personne au regard de mes expériences, mes croyances, ce que je pense. » Par rapport au biais cognitif, oui, tout à fait. Par rapport au biais discriminant. Mais pour moi, on a un débat qui n'est pas forcément sur les bons biais, entre guillemets. On parle de biais discriminants qui doivent être supprimés, pas les biais cognitifs. Les biais cognitifs, on en aura toujours. Les biais discriminants, par contre, là, il y a un problème, effectivement. Et à l'heure actuelle, s'il y a des recruteurs qui font des recrutements sur des biais discriminants, eux aussi auront un problème. Il y a quand même le droit social qui s'applique en France. Donc, ça ne devrait pas être... c'est illégal de toute manière. Oui, mais malheureusement, le droit n'empêche pas toujours les comportements. Bien entendu. C'est ça, mais pour moi, et en même temps, c'est important qu'il y ait un cadre. Hein. Je ne dis pas que... Tout à fait. Bien entendu. Hein. Je viendrai pondérer quand même ce que tu as dit, Francis, parce qu'effectivement, je pense que si l'IA est bien paramétrée et a été bien entraînée, parce que tu parlais de paramétrage, mais pour moi, l'adage garbage in, garbage out est hyper important. Et ce qu'on met à l'intérieur du modèle est important. Et si on a eu des biais en termes de sélection et de représentativité des données, même si on paramètre bien, on va avoir un problème à la fin. Donc, pour moi, effectivement, on peut avoir l'IA qui peut aider à gommer des biais discriminants, mais elle peut aussi les amplifier. Oui, tu nous dressais un portrait qui a l'air super, mais attention parce que c'est pas le cas partout et on a eu des exemples dans l'actualité où on a bien vu que certains systèmes d'IA, au contraire, vont venir favoriser certains biais, notamment parce que ça se base sur de la donnée qui a un historique et qu'effectivement, il y a des discriminations qui ont été appliquées et si le modèle d'IA est entraîné sur ces discriminations, sans être paramétré autrement, sans être débiaisé entre guillemets, on va reproduire la même chose et à grande échelle en plus. Francis, tu voulais rebondir ? Oui, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Bien évidemment, peut-être juste une ou trois remarques. En fait, il faut faire attention entre la vitesse à laquelle progresse l'IA aujourd'hui et ce dont on disposera demain. Pour le moment, l'humain garde et reste le maître de l'IA. Donc, il n'y a même pas de sujet là-dessus. On sait débiaiser, on sait faire les traitements qui vont corriger à condition de le vouloir et d'avoir envie réellement de le faire. Et il y aura toujours des gens qui n'auront pas forcément envie de le faire, comme il y a des boîtes qui seront très contentes de continuer à recruter 80% d'hommes dans leur métier s'ils n'ont pas envie de faire autrement et continueront à faire de la même manière. Sur l'intelligence de l'IA, oui, c'est bien évidemment un abus de langage total, puisque l'IA est tout sauf intelligente. Comme tu as dit, c'est simplement un modèle stochastique, mais c'est en revanche en train de changer. Déjà, avec O1, le nouveau modèle d'OpenAI, on voit qu'on rentre dans le monde de la capacité d'avoir une forme de réflexion. Et si on se projette un peu plus loin, personne n'est capable de dire aujourd'hui quand est-ce qu'on aura l'IA générale, celle qui sera capable d'être à notre égal, si l'on considère que nous ne sommes que chimie, bien évidemment. Je passe l'idée de savoir si on a une âme ou pas, mais en tout cas, notre capacité de travail au quotidien, elle est tout à fait capable, effectivement, par mimétisme, déjà aujourd'hui, de faire beaucoup mieux que nous un certain nombre de tâches, puisque je vous rappelle que ce qui fait l'émergence de l'IA aujourd'hui, principalement dans nos organisations, c'est que notre monde est de plus en plus construit de data, que tout devient de la data. On s'est nous-mêmes, d'ailleurs, auto-constitués comme fournisseurs de data, puisque tous les jours, on est sur nos ordinateurs, tous les jours, on utilise notre mobile. Et donc, on ne fait que construire de la data autour de nous en permanence. Et on s'est transformé en objet data le premier jour où on a ouvert un compte sur Facebook et sur Twitter. Donc, partant de ce principe-là, on nourrit effectivement l'IA en permanence. Cette IA, elle a été entraînée
sur des données humaines. Donc effectivement, en entrée, surtout quand on regarde la qualité de données de départ, je rappelle que l'essentiel des sources de données d'OpenAI, c'est Reddit. Et sur Reddit, il y a à peu près autant de platistes, de complotistes que de gens normaux. Bien évidemment, ça pense à un certain nombre de sujets et de problèmes. Et il faut les régler. Il y a des sujets qui vont être très compliqués. Je vais prendre 2 exemples très simples. L'histoire de Napoléon, c'est pas la même à Londres et c'est pas la même à Paris. On aura beau faire ce qu'on veut, ça sera jamais la même chose. Le roman national qu'on raconte à nos enfants en France sur Napoléon n'est pas celui en Angleterre. Quand on parle de la guerre d'Algérie, c'est pas la même en France. C'est pas la même histoire en France qu'à Alger, c'est exactement la même chose. Donc, où est la vérité? Et quand on voit aujourd'hui que les grands modèles type OpenAI signent des contrats avec Le Monde, par exemple, pour récupérer leurs data, est-ce que Le Monde, c'est la vérité? Quand on est un lecteur de l'Humanité ou du Figaro, on considère peut-être que Le Monde, c'est garbage in. Et donc, on va avoir effectivement un certain nombre de difficultés autour de ça. Donc, tout ça pour dire que le sujet est complexe, qu'il faut bien savoir de quoi on parle quand on parle de l'IA, et en particulier de l'IA générative, parce que par extension, on parle d'IA, mais en réalité, on parle bien d'IA générative. L'IA en tant que telle, quand elle fait du machine learning ou du computer vision pour détecter les vélos ou les feux rouges sur votre Tesla, ça marche très bien, il n'y a pas de souci, et il n'y a pas de débat, j'allais dire, fondamental là-dessus. Mais ma conviction personnelle, en tout cas, c'est qu'on a besoin de se former, on a besoin de comprendre les enjeux pour que nous, les humains, on décide d'en faire ce qu'on veut. Et le jour où l'IA générale arrivera, tout ce qu'on est en train de se dire ici, on pourra l'oublier parce que là, on aura affaire à une vraie intelligence, bien plus intelligente que nous. Et je vous rappelle juste, à titre d'information, que jamais dans l'histoire de cette planète, une intelligence supérieure n'a accepté d'être dominée par une intelligence inférieure. Voilà. Et là, on aura des vrais enjeux qui seront tout autres encore. On aura peut-être une autre bataille à mener. Amélie, je me tourne vers toi. Est-ce que, donc, tu parlais de l'IA Act qui s'est implanté en juillet cet été, en tout cas? 1er août. Il entre en vigueur en 1er août, oui. Est-ce que tu as le sentiment que cette première étape de régulation et qui est parfois critiquée d'ailleurs par les États-Unis, où on voit l'Europe qui réglemente à tour de bras, enfin c'est l'adage qui est employé par de l'autre côté de l'Atlantique. Est-ce que il faut continuer à réglementer? Ou est-ce que potentiellement il faudrait revenir en arrière et se dire non, en fait, il ne faut pas réglementer aussitôt. Le potentiel de l'IA est absolument incroyable. Et en même temps, ses risques sont aussi absolument incroyables. On dépeint quelques-uns. Mais est-ce que cette réglementation, elle arrive pas trop tôt? Ou est-ce qu'au contraire, non, elle arrive suffisamment tôt et au contraire, il faut continuer à la développer, il faudra continuer à réglementer? Et sur quel sujet? Alors moi, je pense qu'elle est nécessaire. Parce qu'effectivement, il y a énormément d'enjeux et que le RIA a été rédigé justement en ne prenant pas en compte une certaine technologie pour avoir une flexibilité et pour pouvoir évoluer. Et il y a également certaines clauses de revoyure à l'intérieur du RIA. Il y a des dates à laquelle la liste, par exemple, en annexe 3, des systèmes d'IA considérés comme à haut risque va pouvoir être revue, etc. Donc pour moi, il y a quand même eu cette volonté européenne de poser un cadre tout en ayant un cadre assez flexible. Et lorsqu'on a de l'autre côté de l'Atlantique effectivement des organismes qui peuvent voir ça comme un frein, je ne suis pas forcément d'accord, et un frein à l'innovation qui n'est pas conforme aux droits et libertés fondamentales des personnes concernées, effectivement, moi personnellement, je ne souhaiterais pas aller vers ça. Donc pour moi, c'est plus un cadre qui est donné, on peut innover, dès lors qu'on reste dans ce cadre, il n'y a aucun problème. Il y a possibilité d'innover et je ne pense pas que la problématique majeure qu'on ait au sein de l'Union européenne par rapport à l'innovation, ce soit notre réglementation. Je pense qu'on peut aller la chercher ailleurs. On parle du RIA, mais bien garder en tête que lorsque on va soit déployer un système d'intelligence artificielle, soit développer un système d'intelligence artificielle, on va avoir effectivement le RIA qui va s'appliquer demain, mais on a aussi toute la réglementation actuelle qui s'applique. S'il y a traitement de données à caractère personnel, il y a le RGPD. Si on est dans le cadre du recrutement, il y a le droit social. Il y a également les directives et les règlements cybersécurité qui peuvent venir s'appliquer suivant la thématique qui va être le cas d'usage, quelque part, du système d'intelligence artificielle. Donc, ce qui va être, par contre, plus compliqué, effectivement, et même pour nous, professionnels, ça devient compliqué, c'est qu'on se retrouve face un petit peu à une jungle réglementaire. Donc là, effectivement, je trouve que ça devient complexe. Mais, quelque part, que c'est cette imbrication de différentes réglementations et législations qui permet d'avoir un encadrement protecteur, puisque c'est ça la volonté derrière, de protéger les personnes concernées. Est-ce qu'aujourd'hui c'est le cas? Quelqu'un qui candidate à une offre d'emploi et qui potentiellement rentrerait dans un process qui serait complètement
automatisé ou fait avec beaucoup d'étapes d'IA, notamment au travers du parsing des CV, de la sélection, de tests techniques, d'entretiens préalables qui seraient menés par des IA. Quels sont les droits des personnes d'interagir avec cette data, de l'obtenir, de savoir ce qu'on a dit, comment l'IA nous a évalué? Quel est l'état des choses aujourd'hui en France? Alors, par rapport à ce dont tu parles, là, on est pleinement dans le périmètre du RGPD. Du RGPD. C'est ça. Donc là, on n'est que sur du traitement de données à caractère personnel. Et donc, ça n'échappe pas à l'IA? Ça n'échappe absolument pas à l'IA. Non, le RIA ne vient pas se substituer au RGPD. Il vient s'ajouter au RGPD. Donc, si demain, on a un organisme qui vient en infraction du RIA et en infraction du RGPD, bien avoir en tête qu'on peut avoir 2 sanctions qui se cumulent. Là, sur tout ce que tu indiquais comme cas, pour moi, on est dans le cadre du RGPD. Et dans ce cadre-là, l'organisme en face doit respecter les principes fondamentaux du RGPD. La personne concernée doit savoir quelles vont être les modalités de traitement de ces données. Mais là, aujourd'hui, en novembre 2024 en tout cas, le candidat est pleinement protégé par le RGPD et par l'article 22. Mais est-ce que, par exemple, si je veux savoir, j'ai postulé à une offre d'emploi, j'ai mis mon CV que j'ai moi-même fabriqué, j'ai passé des entretiens, tout se passe bien, mais tout ça est réalisé par une IA et je ne sais pas dans quelle mesure l'IA ne serait pas allée chercher d'autres informations me concernant, Fred Bézier dans sa vie perso, avec ses enfants, de collecter toutes les traces. Francis, tu parlais de traces qu'on laisse tous les jours dans notre quotidien. Comment je peux savoir la taille des informations que l'IA est allée chercher, puisque du coup c'est un outil très puissant qui peut aller chercher plein d'informations me concernant en dehors même de mon CV, en dehors même des propos que j'ai tenus. Et d'ailleurs, pas mal d'entreprises ne se cachent pas d'aller chercher assez loin justement sur des marques qui sont laissées sur les réseaux pour savoir les prises de parole des gens, leur orientation, sur des idées, ainsi de suite. Souvent, voilà, c'est pas présenté comme ça. Ok, bien entendu, mais on parle aussi un peu du dark side de l'IA et donc du coup potentiellement de la dark data, qu'on laisse et bon, on dit plein de choses, des sorties de route, on peut avoir des propos malheureux, on peut se tromper, on peut regretter des choses et en même temps, le monde dans lequel on est, on a laissé des traces et donc l'IA potentiellement peut aller chercher là-dessus. Quelle est la situation sur notre capacité à savoir concrètement ce que l'IA a utilisé pour nous sélectionner? Et dans ce cas-là, moi, je te recommande d'exercer ton droit d'accès. D'accord. Le RGPD prévoit le droit d'accès. Si je suis pas sachant, du coup, comment je peux savoir globalement je vais avoir un reporting qui est important en disant tiens, l'IA a fait ci, ça et ça et ça. Oui. Voici tous les marqueurs qui ont été utilisés ou toutes les sources qui ont été utilisées pour pouvoir te sélectionner. Mais il faut être un peu sachant, non? Normalement, non. Normalement, justement, le texte nous indique que lorsqu'il y a une personne concernée qui exerce son droit d'accès, on doit lui extraire les données dans un format qui sera compréhensible et lisible par cette personne. Donc effectivement, il y a déjà des personnes qui ont expérimenté auprès de GAFA d'exercer leur droit d'accès et ils reçoivent des bouquins en plusieurs exemplaires illisibles. Donc ça va être un vrai sujet également. Effectivement, les modalités d'exercice du droit d'accès dans le cadre de l'IA, jusqu'où ça va. Mais à l'heure actuelle, on dispose du droit d'accès qui permet effectivement, normalement, de pouvoir avoir accès à toutes les données qu'un organisme peut avoir traitées sur ton sujet. Francis, sur soi plutôt, pardon. Merci Amélie pour ça. Est-ce que, Francis, dans les gens que tu formes, au no-code, au low-code, tu nous disais que le parcours d'apprentissage, il est fait beaucoup d'IA. Est-ce que les gens se posent ces questions en disant, mais du coup, voilà, j'ai fait des cours et ainsi de suite. Qu'est-ce que vous faites de cette data? Est-ce qu'il y a des gens qui s'interrogent et qui viennent vous voir en disant, j'aimerais bien récupérer la donnée que j'ai laissée chez vous parce que voilà, au cours d'un cours, j'ai dit des choses. J'aimerais bien que ça soit pas su, quoi. Non, bien sûr, et d'ailleurs on est soumis au RGPD comme tu le dis, il n'y a aucune discussion possible là-dessus, et ça existe déjà depuis des années. De toute façon, moi je me souviens la première fois où j'ai recruté un stagiaire, je suis allé voir son Facebook et je suis tombé sur ses photos de BDE, je lui ai fait comprendre qu'il ferait mieux de faire attention à ce qui est posté sur Internet, et c'était il y a 10 ans. Donc ça existe depuis très longtemps, et l'IA n'y change rien, et d'ailleurs quand on fait des modèles d'IA sur ces sujets-là, on prépare également, quand on crée un agent, par exemple pour faire du screening de CV, on lui donne une grille de lecture, on lui donne une grille de notation et on exige de l'IA qu'elle explique sa note dans le cas où effectivement il y aurait un candidat qui demanderait des explications pour lui donner. Et donc c'est très important effectivement de pouvoir aussi intégrer ces obligations réglementaires. On ne saura pas ce qui se passe totalement dans la boîte noire et d'ailleurs la réglementation nous y autorise. La réglementation européenne a été bien faite là-dessus, elle sait comment fonctionne une IA.
Je pense qu'on a compris, nous on est très régulièrement à l'Élysée pour préparer l'IA Action Summit là, qui va avoir lieu en février, 70 chefs d'État qui débarquent à Paris pour parler de l'avenir de l'IA et en particulier le Future of Work, qui est un des sujets. Les hommes politiques aujourd'hui, en tout cas, que ce soit à l'Élysée ou ailleurs, ont bien compris les enjeux. Et on n'a pas envie de refaire la même erreur que sur les réseaux sociaux. On est arrivé trop tard, pas tout à fait trop tard, mais il a fallu du temps pour comprendre ce qui se passait réellement, mettre en place une réglementation. Et j'allais dire un peu le mal était déjà fait. Donc là, tout le monde a vu arriver l'IA. Tout le monde a envie de faire. On est les premiers dans le monde à avoir mis une réglementation en Europe et c'est très bien. D'ailleurs, il suffit de regarder qu'il y a eu finalement très peu de controverses autour de cette réglementation. Quand on sait à quel point on peut se mobiliser parfois dans les startups sur certains sujets, c'est plutôt bon signe. Et on a impérativement besoin d'une réglementation. Et d'ailleurs, on va voir, je pense très rapidement, la déréglementation arriver sur ces sujets aux États-Unis suite à l'élection de Trump et tout ce que ça va entraîner comme drame derrière. Et là, on va se dire, peut-être qu'on ne fait pas que des conneries en Europe, et peut-être qu'on était bien content d'avoir ça pour éviter de tomber dans ces dérives, parce que il va y en avoir des dérives. Stephen Hawking disait à propos de l'IA, c'est la plus formidable invention de l'humanité ou la pire. C'est à nous de nos responsabilités pour éviter que ce soit la pire. Et on sait très bien qu'il faut de la réglementation. Pour faire un parallèle, ça viendrait à l'idée d'aucun Européen, je pense aujourd'hui, de laisser des chercheurs en génétique faire des essais sur l'humain, d'avoir des humains nés avec des gènes d'animaux sans que ce soit régulé et contrôlé et qu'on se retrouve avec des humains modifiés génétiquement. Enfin, c'est juste une évidence. Le potentiel de risque, de danger de l'IA est de ce niveau-là. Donc, il faut impérativement faire en sorte de le contrôler. Et encore une fois, en revanche, là où il faut faire attention quand on parle de réglementation, c'est de ne pas tomber dans l'excès inverse du corporatisme. Et on le voit aujourd'hui sur un certain nombre de professions, que je ne citerai pas, mais vous voyez bien à qui je veux penser, où toute tentative d'essayer de faire évoluer leur métier par de l'IA est systématiquement attaquée. Bien évidemment, aujourd'hui, les startups américaines se délectent de faire des IA de type avocat, qu'on pourra souscrire nous en tant qu'entrepreneurs pour 10 balles par mois, là où aujourd'hui on paye un avocat parisien entre 300 et 500 euros de l'heure. Et ils n'y pourront rien. Donc, ne nous mettons pas non plus dans la situation de faire du corporatisme BA de protection comme on sait le faire en France. Regardons la réalité des sujets et préparons-nous à cet avenir. Parce que je rappelle que tous ces outils sont accessibles en ligne. Le dark web, il est accessible en France à un clic de souris, autant que celui qui est soumis à la réglementation. Et c'est à nous, encore une fois, de décider de faire ce qu'on a envie de faire avec ces technologies-là. Oui, tout à fait. Et aussi de se rappeler que cet accès à l'information, elle peut se faire. Si elle ne peut pas se faire en France, aujourd'hui, on peut l'accéder par n'importe quel autre pays. Exactement. Donc, la data, elle est accessible de partout. Exactement. Si on est contraint le pharmacien, start-up américaine qui va faire un agent de pharmacien, un agent médecin, un agent avocat, un agent prof, elle ne va pas se poser la question de savoir si ce métier est réglementé en France et vous pourrez souscrire depuis la France pour 9 balles par mois à votre avocat virtuel. Et ça sera terminé. Donc, encore une fois, le métier de l'avocat, comme plein d'autres métiers, va évoluer. D'accord ? Il faut qu'il se forme, il faut qu'il comprenne ce que ça va changer. Des startups France, enfin des sociétés, même pas startups, des sociétés comme Dalloz travaillent sur aujourd'hui des IA pour aider les avocats, et c'est très bien. Et c'est déjà en place. Voilà, et le métier a complètement changé quand les CD-ROM et les bases de données sont arrivées il y a 20 ans. Il y a tout un tas d'assistants qui étaient dans les cabinets d'avocats qui n'existent plus aujourd'hui. Le métier du greffier dans les tribunaux va changer. Pourquoi continuer à avoir des gens qui prennent des notes à la main alors que l'IA peut faire ça parfaitement, beaucoup plus rapidement. Donc il va falloir quand même s'ouvrir. Les pilotes d'avion, Airbus vient d'annoncer que dans 2 ans, tous les avions auront la capacité totalement automatique. Qui va accepter de voler dans des avions sans pilote ? Moi, parce que je sais que la plupart des accidents sont générés par l'humain, mais on va laisser sans doute un pilote au lieu de 2 dans l'avion pendant un certain nombre d'années jusqu'à ce que tout le monde s'habitue à l'IA dans les avions et ça se passera très bien. Donc voilà, c'est en fait ce qu'il faut comprendre. La phase qui va être difficile pour nous tous, c'est les phases de transition. Et on l'a vu dans des business précédents, je pense par exemple au marché de l'industrie de la musique qui s'est effondré avec l'arrivée d'Internet et qui a mis 10 ans à s'en remettre. On voit très bien les courbes, ça s'effondre pendant 10 ans et puis ça repart. Et comme le marché du livre. Voilà, exactement. Et 20 ans après, ils font plus que ce qu'ils faisaient à l'époque. Donc cette phase de transition va être compliquée parce qu'on va avoir énormément de destruction d'emplois. Il n'y aura pas des jobs pour tout le monde. On ne va pas reconvertir tout le monde pour devenir data scientist ou data engineer dans l'IA. C'est pas vrai. Et ces phases de transition, c'est là où il y a un danger social très important. Et donc, moi, je le dis, restons vigilants, faisons pression sur nos hommes politiques, sur les éditeurs de solutions d'IA,
pour que cette transition puisse se passer dans les meilleures conditions possibles. Mais autant je suis désolé, hein, je le dis comme je le pense, j'ai jamais cru au monde d'après le Covid où on nous a inventé que tout allait changer, on repart tous en vacances et on pouvait tous de la vie à peu près de la même manière qu'avant. Il reste le télétravail, les visios et ça c'est très bien. En revanche, il y aura un monde après l'IA, un monde du travail après l'IA et il faut vraiment s'y préparer. Et Francis, je rebondis sur une chose que tu as dite et je me tourne vers Amélie. Est-ce que aujourd'hui, c'est une question qu'on nous pose souvent dans notre métier, qui est donc le fait de recruter, de rencontrer des gens. En entretien, les gens nous posent la question justement, est-ce que dans le cadre de mon évaluation, vous allez utiliser des informations que j'ai laissées sur Facebook, d'autres données? Est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises, pour pouvoir recruter, ont le droit d'accéder à ces informations et de les utiliser dans le cadre de leur décision de recrutement? Alors, dans le cadre de leur décision de recrutement, faudrait vraiment l'expliquer. Ouais. Tu vois, et voir en quoi... la légitimité que j'ai eue d'accéder à cette information et l'utiliser dans la prise de décision. Exactement, parce que alors, même si ton information est publique, oui, elle ne sort pas du périmètre de la donnée personnelle. Donc, ce que Monsieur Dupont a posté sur Facebook... n'est pas fait quelque part pour être repris par un organisme derrière, pour y avoir accès et pour étudier cette information dans le cadre d'un processus de recrutement. Comme le disait Francis, de toute manière, on le sait, ça arrive. Oui. C'est ce qu'on appelle le LOSINT. Bien sûr. Voilà. Par contre, la personne doit être informée et l'organisme doit se baser sur une base légale. Généralement, on va utiliser l'intérêt légitime pour pouvoir fonder ce traitement-là. Et dans le cadre de l'intérêt légitime, il faut juste se demander, OK, est-ce que j'ai bien un respect de la balance entre mon intérêt en termes d'organisme et l'intérêt de la personne concernée? Jusqu'où je vais chercher l'information, regarder, et quel poids ça va avoir dans ma décision. Là où la personne part en vacances, ça devrait avoir aucun impact dans le cadre d'un processus de recrutement. Mais ça, pour moi, encore une fois, on revient sur du droit du travail. Dans le cadre du droit du travail, on doit avoir quand même des critères assez objectifs aussi qui sont posés. Oui, mais quand on recrute un conducteur de travaux et qu'il y a 25 photos de lui sur les réseaux sociaux avec un gros bédo, on a le droit de se poser la question de savoir s'il est vraiment bien là, à son poste aussi. Je crois que c'est ça aussi qu'il faut dire. Quel risque on peut... Il y a énormément de problèmes dans les entreprises aujourd'hui avec les substances illicites. C'est un vrai carnage en ce moment. C'est clair. On arrive un peu à la fin de notre podcast. Je vais essayer d'ouvrir sur une question qui est un peu globale. Mais est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose que l'IA prenne de plus en plus de place dans les décisions de recrutement? Et est-ce que demain, une question un peu projective, on peut penser que, et Amélie, tu abordais ça déjà en introduction du podcast, est-ce que l'IA demain va remplacer les recruteurs? Ça fait deux grosses questions. Je vais commencer par la première. Est-ce que on est d'accord pour se dire que l'IA est un bon outil à introduire dans les processus de recrutement et dans les décisions de recrutement? Francis? S'il est bien paramétré et bien utilisé, absolument, la réponse est un grand oui. Si en revanche, il est mal fait, malheureusement, ça n'apportera rien, voire la situation sera pire qu'avant. Mais donc du coup, c'est aux mains des entreprises. Ils vont décider de ce qu'elles vont en faire et comment elles vont paramétrer leur IA pour pouvoir... 70% des entreprises françaises aujourd'hui répondent que le premier frein à l'adoption de l'IA, c'est la formation. Et donc, nous militent énormément pour que les DRH en particulier soient formés à l'IA, parce que l'IA, c'est des changements de poste, c'est de la conduite du changement, c'est de la formation, c'est potentiellement des recrutements nouveaux, des licenciements nouveaux. Tout ça, c'est au cœur du métier du DRH. Donc, il faut que les DRH s'emparent du sujet. Ils ne sont pas toujours très technophiles, il faut bien le dire. Et ben, pourtant, il va falloir qu'ils s'y mettent. Et là, effectivement, on aura des très bons résultats. Et je pense que ça sera un gain pour tout le monde. Mais encore une fois, il faut que ce soit encadré et correctement appliqué. Amélie? Oui, je rejoins tout à fait la réponse de Francis. Quand tu disais c'est à la main des entreprises, oui, attention, c'est réglementé. Donc demain, on va pouvoir être sanctionné. On peut déjà l'être à l'heure actuelle par la CNIL, sous le RGPD. Demain, il y aura des sanctions sous les AI Act. Donc formation, oui, nécessaire. Et également implication pour moi du département juridique, du DPO, du RSSI, ne pas faire ça en silo. Si on souhaite mettre ça en place, c'est super, mais on intègre une équipe et on fait en sorte de le faire de manière conforme et intègre. Ouais, et la bonne équipe sur ce sujet, d'ailleurs, je te rejoins complètement là-dessus, nous on le voit dans les entreprises, c'est généralement le comité de direction, les patrons de business unit et le DRH. Il faut que les trois soient autour de la table, honneur du sujet du déploiement d'IA. S'il n'y a que les équipes opérationnelles, on va foncer sur de la casse sociale parce que ça va être que de la recherche de gains de productivité. Et s'il n'y a pas les DRH, il n'y aura pas l'angle de la formation qui est super important. Et s'il n'y a pas le comité de direction, il n'y aura pas la réflexion sur l'évolution concrète du business model. Est-ce que mon entreprise aura encore une raison d'être dans 5 ans? Aux États-Unis, 50% des patrons du Fortune 500 pensent que leur boîte aura disparu dans les 10 ans à cause de l'IA.
Ok, c'est un point facile pour donc la deuxième partie de ma question. Est-ce que vous pensez que l'IA va venir remplacer les recruteurs? Ah bah oui, et je pense qu'ils vont surtout venir mettre des recruteurs là où il n'y en a pas, parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être 5 ou 10%, si tu connais mieux les chiffres que moi, du nombre de gens qui passent par recruteur. Donc d'abord, ça va permettre d'améliorer les processus de recrutement et de matching entre un candidat et une entreprise là où il n'y a pas de recruteur. Ça va permettre aux recruteurs d'être plus efficaces et de mieux travailler. Est-ce que ça va aller jusqu'à remplacer entièrement le recruteur aujourd'hui ? Peut-être dans un certain nombre de cas, oui, c'est possible, votre métier va changer, comme je parlais de celui des avocats précédemment. En revanche, non, ceux qui font bien leur travail vont bien évidemment continuer à avoir du boulot pour les années à venir, c'est sûr. Ils auront juste un assistant supplémentaire qui sera une IA. Ce qui pose d'ailleurs un certain nombre de questions. Là, on est en train de déployer une IA, par exemple, dans le M&A, et le retour qu'on a des entreprises, c'est de nous dire, c'est génial parce qu'en fait, ça fait le boulot du stagiaire aujourd'hui, c'est super. Mais si on forme plus des stagiaires demain, qui je vais recruter après-demain? Parce que du coup, j'aurai plus cette étape de prise de connaissance de mon métier. Peut-être que c'est ce qui pourrait arriver chez les recruteurs aussi. C'est-à-dire que là où tu as des stagiaires aujourd'hui, tu auras une IA à la place. Mais du coup, pour aller recruter des gens derrière pour remplacer les départs, ça sera plus compliqué. Oui, je rejoins tout à fait Francis sur la problématique sur les stagiaires, parce que ça se pose dans tout secteur d'activité, je pense. Par rapport au recrutement, je me dis aussi, effectivement, les recruteurs, comme tu le disais, les recruteurs de talent seront toujours là. Qu'est-ce qui va devenir des postes d'assistant recrutement, par exemple? Est-ce que ces postes-là ne vont pas tout simplement disparaître parce que l'IA va être là et va faire le même métier? Si c'est le cas, encore une fois, je suis désolée, je reviens toujours à ça, mais je pense que c'est important de se poser ces questions-là parce qu'on a quand même beaucoup d'étudiants à l'heure actuelle qui sont dans ces filiales-là. S'ils sortent de leur promotion et qu'il n'y a plus de job, il va y avoir un problème. Donc je pense qu'effectivement, ça va fondamentalement venir redistribuer des cartes. Et je vous invite le secteur du recrutement à nous interroger sur ce sujet. Francis, je crois que je t'en parlais avant le podcast. Nous, on n'est pas des early adopters, donc on n'a pas intégré les IA dans nos métiers rapidement. Il y a une vraie réflexion aujourd'hui, justement, sur le changement de nos CRM, le changement de notre écosystème tech pour pouvoir justement embrasser ces nouvelles technologies. Donc, c'est une réflexion importante et comme tu disais, c'est le board. On s'installe, on se parle, on prompte des idées, on les teste, on fait des pilotes, on s'associe, on crée des partenariats avec des startups pour tester des choses. Mais c'est une grande réflexion aujourd'hui. Effectivement, on a intégré Copilot dans notre entreprise, on a quelques outils. Mais c'est pas mal déjà. En tout cas, c'est une bonne mise en jambe. On pourrait pas dire, et j'entends derrière l'oreille que c'est pas l'outil le plus idéal, notamment pour notre métier. On utilise aussi, tu sais, des outils d'évaluation dans lesquels il y a déjà de l'IA. On utilise des outils de parsing, donc de sélection des CV, d'encodage, derrière lesquels il y a ou avec lesquels il y a de l'utilisation d'intelligence artificielle. Donc en fait, c'est déjà là en fait. Bien sûr. Notre monde, il est très poreux. Je pense sincèrement que nos métiers vont se déplacer. Vont-ils être remplacés? Oui, pour partie, sur plein d'étapes du service qu'on rend. Et ça va nous pousser à faire quelque chose de formidable, c'est déplacer nos métiers. Alors après, est-ce que ça sera voulu par tout le monde? Est-ce que ça engendrera pas un peu de casse? Est-ce que ça pourrait pas, nous détrôner notre position de leader du recrutement spécialisé dans le monde? Potentiellement, c'est des risques et c'est une réalité. Mais c'est aussi l'occasion de se réinventer, de surfer sur le changement, de penser notre métier différemment, de créer de la valeur sociétalement différente. Et ça, je trouve que c'est un enjeu important pour une boîte comme la nôtre. Et c'est bien de se poser ces questions-là parce que on a une boîte qui a été créée il y a longtemps. Et donc potentiellement, le risque de toutes les entreprises et de tous les secteurs, d'ailleurs, c'est d'avoir une situation de rente. À un moment donné, on sait faire un métier, on a une position un peu dominante, on est bien, tout se passe bien pour nous. Et donc, dans quelle mesure on continue à réfléchir sur l'impact social qu'on a dans le monde dans lequel on est. Alors, c'est à la mode de réfléchir sur l'impact social des entreprises, dans les politiques RSE et tout ça. Mais je pense que c'est super, c'est bienvenu. Ça va créer, à mon avis, beaucoup de tensions, beaucoup de réflexions, un peu de casse. Mais c'est un sujet qui nous aidera, à mon avis, tous collectivement à réfléchir et potentiellement pour le côté le plus heureux que l'IA pourrait nous apporter et moins pour le côté du pire, comme tu l'évoquais, Francis, de ce que ça pourrait apporter sur notre société. Si je peux juste réagir sur ce que tu dis, tu es parfaitement représentatif des milliers de personnes qu'on accompagne, des centaines d'entreprises qu'on accompagne aujourd'hui, avec d'un côté
cette peur du déclassement, cette peur du changement, cette difficulté de se dire est-ce que je vais y arriver, est-ce que j'aurai encore un job demain. Donc le côté peur qui génère l'IA et le côté opportunité, c'est une formidable occasion de redistribuer les cartes. Chaque nouvelle technologie, c'est une occasion de créer de nouveaux services pour un certain nombre de gens qui se forment aujourd'hui, de se dire mais en fait j'ai un énorme avenir, je vais enfin pouvoir faire des choses que je n'aurais jamais pu faire avant sans l'IA. C'est exactement ce que tu viens de nous dire, donc tu es exactement dans cette dimension-là. Je suis dans la normalité, c'est ça? Ben voilà, on a les deux. Et effectivement, il va falloir faire de cette peur et de cette opportunité quelque chose de positif tous ensemble. Et c'est ça qui nous intéresse chez Allegria. C'est pour ça qu'on s'appelle Allegria. Oui, ben ça c'est un nom bien choisi. Francis, Amélie, c'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci pour vos interventions. Et je vous dis à bientôt. À bientôt, merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté Chasseurs de Tech. Retrouvez nos podcasts et nos autres contenus sur ace.fr, ace.lu et sur notre page LinkedIn.